Kabila Bela Kamoutoute. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez la vidéo Nabiso abonnez-vous. Jean Moutabazi, c'est Kimonio, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes économiste, un rebelle scientifique, et ami de Chomsky. Et puis, bon, vous avez... Ami de Fabien Lumbala aussi. Vous êtes les hommes de gauche. Vous rebellez contre le capitalisme et le libéralisme, le socialisme, le communisme, voilà, le socialisme, pour inventer ce que vous appelez ethnocisme. 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 Oui. Alors, ça signifie quoi, ethnocisme? Ethnocisme, en termes simples, veut dire on ne doit pas donner aux travailleurs un salaire. Tout le monde doit avoir un pourcentage du profit. Du profit? Oui. Un pourcentage? Oui. Pas de salaire? Pas de salaire. Ça signifie quoi concrètement? Concrètement, tout le monde a un pourcentage du profit. La question doit se poser pourquoi? Je dis parce que le salaire c'était donné à un esclave ou quelqu'un dont on utilisait, on le prenait du champ, on l'apprenait à produire. Ça veut dire la personne qui investissait pour la production aussi investait pour que la personne ait l'habilité de produire. Mais aujourd'hui, on va à l'université, on paye pour notre savoir, on paye pour notre moyen de participation dans une entreprise. Et c'est ainsi que la connaissance, l'habilité, ça vaut aussi que l'or, aussi que l'argent. Et ça change tout. Alors, c'est à ce moment-là qu'on comprend le pourquoi. Ce n'est pas seulement que c'est le pourcentage du profit. La grande raison, la grande discussion, c'est le pourquoi. Et c'est ça qui est fondamental. Un questionnement qui risque de nous amener dans les nuages, comme les philosophes le font avec nous, comme les juristes également nous amènent dans l'inconnu, mais nous descendons, nous restons sur terre pour parler de cette guerre dans l'est du pays. Comment gagner cette guerre économique? C'est connu. Nos richesses causent notre malheur ou nos malheurs. Ceux qui les cherchent veulent entrer par les fenêtres, les trous, pas par la grande porte pour exploiter, afin que nous gagnions nous tous. Ils utilisent des voisins à mal de positionnement. Voilà, c'est connu. Comment gagner économiquement cette guerre? Il faut aller dans le nuage. Cette guerre, elle est dans le nuage, c'est pas sur terre. Ça veut dire que c'est idéologique. On se dit aujourd'hui que les voisins, je pense 8 sur 9, se sont mis en mode position parce qu'ils voulaient être le maître du Congo. En voulant être le maître du Congo, ils ont mis leur économie à risque à devenir nos esclaves. Par exemple, quand on parle même du Rwanda, hein, je dis le président Paul Kagame, on peut sentir qu'il a refusé, comment dire, la bouée de sauvetage, le bouée ou la bouée de sauvetage, comment on dit? Oui, c'est une bouée de sauvetage. La bouée de sauvetage lui a tendu par Kenyatta. On dit qu'on ne doit pas envoyer les troupes au Rwanda. On ne doit pas se battre sur un champ militaire. On ne doit pas se battre même avec le Burundi. On doit plutôt les étrangler sur le plan économique parce qu'ils n'ont aucune réponse. Alors, vous dites que Nairobi 3, c'est un échec. C'est un échec parce que... Pourquoi un échec? Parce que Paul Kagame, le président... Sur ce que vous dites, que Kagame n'a pas saisi l'occasion en or lui offerte par Kenyatta. Quelle est cette occasion en or? C'était de reculer avant que... Parce que déjà, on a compris que c'est arrivé quand le président Tshisekedi a suivi le côté de la guerre économique. Quand on commençait à mettre les sanctions économiques, on sait l'implication déjà, quand on parle de guerre économique, les implications, ce n'est pas le Rwanda,
c'est aussi un pays comme le Kenya, c'est aussi le Burundi, parce qu'on sait que le Rwanda, c'est un pays enclavé. À chaque action qu'on pose sur le Rwanda, c'est pour que ses autres voisins se disent de se calmer. C'est ça la guerre économique. C'est comme si on envoie des troupes directement au Rwanda, au Kenya, en Ouganda. Hein? On n'a pas besoin d'envoyer des bots. Alors, quand on met des sanctions contre le Rwanda, c'est aussi pousser les autres diplomatiquement, comme le président a dit. Hein, le président a dit qu'il veut trouver la paix, une solution diplomatique. La solution diplomatique, c'est quoi? Imposer des sanctions sur le Rwanda qui affectent tous les autres, qui le forcent à revenir sur ses décisions de retirer ses troupes. On doit faire la guerre économique. Alors, est-ce que Uhuru Kenyatta est-il sincère? Il sait ce qui les intéresse beaucoup aussi au Congo, ce sont les affaires, mais les minéraux et tout, ça doit passer par le Rwanda et l'Ouganda. Oui. Est-il sincère lui aussi dans la médiation? Il est sincère pour les intérêts de son pays. Un pays, comme on dit, chaque pays a des intérêts, pas des amis. Chaque pays a des intérêts et moi je dis des caprices. Et à chaque fois qu'on veut aller sur le plan diplomatique, on n'y va pas avec les AK-47. On doit aller sur le plan économique. À chaque fois qu'on étrangle le Rwanda sur le plan économique, on sait que ça étrangle tous les autres voisins qui vont lui dire de changer d'avis. Et lui n'a pas saisi cette opportunité, cette occasion, cette chance faite par le Kenya. Et maintenant, du coup, il se montre belliqueux, voilà, autant. Et nous, à Kinshasa, voie diplomatique, vous dites, il ne faut pas rester avec le stylo, il faut maintenant encore frapper. Qu'est-ce qui doit être encore fait? Parce que comment on appelle? Des accords. Entente, d'accord, voilà, bon, suspendu, c'est ça? Oui. Et puis, Rwanda ne peut plus exploiter le ciel congolais. Et vous pensez que ce n'est pas suffisant, vous? Non, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, quand on parle de l'or, on dit on lui accorde tous les raffinements de l'or, mais il n'a pas encore eu de l'or. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'étrangler sur ce point. Il n'a pas été accro de notre or, c'est pas que c'est après 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simple. On dit tout citoyen congolais ou compagnie enregistrée au Congo ne doit pas faire des échanges commerciaux avec tout citoyen rwandais ou compagnie enregistrée au Rwanda. C'est compliqué, je répète, l'application, mais juste le dire, l'implication est que dans toute la région, ça va brûler. Où est-ce qu'ils vont trouver? Juste, c'est psychologique. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de la diplomatie. Ça vient avec une autre arme. C'est l'arme économique. Jusqu'en imposant cela, en y pensant, le Rwanda et tous ses collègues, je crois qu'il y aura Nairobi 4. C'est-à-dire, pour vous, concrètement, que on doit, les Congolais, les mesures doivent être prises, on ne peut plus faire les affaires avec des sociétés liées au Rwanda. Ça veut dire, c'est les Congolais, on dit tout citoyen congolais, ça limite le champ des déviations. Ça veut dire, si un citoyen congolais est en Suisse, il fait des affaires avec un citoyen rwandais ou à une compagnie au Rwanda, on peut le sanctionner. Toute compagnie qui est enregistrée au Congo, libanais ou quoi, ne peut pas faire échange commercial avec un citoyen rwandais qui soit en Dubaï ou une société belge enregistrée au Rwanda. Et ça touche 50% de son budget. Et quel serait l'impact d'une telle décision? Pensez-vous que ça pourrait faire fléchir? Oui, c'est la voilà, le sous-traitant rwandais et les multinationales. La guerre économique, c'est pour perturber l'économie d'une région. La guerre, elle se finance. La guerre, elle se finance. Quand vous voyez, par exemple, en Ukraine, on fait la guerre, on a passé des sanctions économiques avec aux Russes. C'est pour perturber leur économie, perturber leurs moyens de financer cette guerre. C'est ça. La guerre économique, c'est juste pour perturber l'économie de l'autre. Et on sait bien que le Rwanda n'a pas le moyen de perturber notre économie. Et à ce moment-là, on a l'avantage du terrain. Le seul voisin qui peut perturber notre économie, c'est la Zambie. Plus que même la Belgique ou la France.
Parce que le deuxième pays, je pense, après la Chine, dont on a des échanges commerciaux, c'est la Zambie. Le seul pays, le seul de nos voisins qui peut perturber notre économie, c'est la Zambie. Le reste, ils ont mordu à l'appât en dirigeant leur économie vers la nôtre. Même le Congo-Brazzaville ne peut rien perturber notre économie. Même l'Angola. Parce que quand vous voyez le minimum, les échanges commerciaux entre les deux pays, la Chine les dépasse, la Zambie les dépasse. Si la Zambie nous attaque économiquement, ça va perturber toute la partie de l'Est. Surtout quand vous voyez le Katanga, le Kasaï, sur le plan agricole, sur le plan d'acheminement de nos ressources ou de notre exportation. Alors, on doit être plus moderne dans nos actions. Moi, j'ai applaudi quand le président commençait à parler de la guerre économique. Parce que c'est une guerre plus sophistiquée et plus mature. Le reste de la guerre barbarique de se tirer dessus, jusqu'où on va y aller. Oui. On ramasse les discours de stigmatisation ou quoi et tout ça, c'est vraiment de la bassesse. Il faut aller, comme on dit, il faut qu'on matisse un niveau. Matisse un niveau. Tout ce qu'on parle de discours xénophobiques, tout ça, c'est encore pour éviter la frappe économique. Tout ça, xénophobie, où c'est? Les Congolais, on se connaît. On est amis, on est frères. Et aussi, on est ennemis de fois en rigolant. On se taquine, on s'attaque, on fait tout. Mais quand on commence à parler de stigmatiser le Congolais, d'être xénophobe, on n'a pas compris. Même le Congolais en soi, il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'être xénophobe. J'ai vu qu'on dit qu'on attaque le Rwandais. Je dis, est-ce qu'un Congolais ne saura pas distinguer un Rwandais d'un autre? Parce que la majorité au Rwanda, ce sont des Hutus, ce sont des Bantous. Ça veut dire comment ils vont faire des... Le Congolais en soi ne sait même pas s'il veut l'appliquer. C'est quoi la xénophobie? On accuse le Congolais d'une erreur qui ne s'est même pas appliquée. Est-ce qu'il y a des débordements parce qu'on parle de nilotique? On veut attaquer le docteur, mais j'ai vu aussi de Luba, de Bakongo qui ont l'air nilotiques. Et le nilotisme aujourd'hui, ce n'est pas celui de 1960. Les génocides, parce qu'on est patriarcat, on peut être d'une mère bantou et d'une mère, soi-disant, d'un père tutsi. On se reconnaît être tutsi, mais on peut ressembler à sa mère. Alors on ne sait même pas ça veut dire quoi la haine contre voilà, le tutsi. donc c'est vraiment un débat des bas étages, donc il faut garder sa tête sur le cou et les épaules et surtout cultiver l'amour, mais le gouvernement doit aller au-delà pour pouvoir faire le voisin, les sanctions économiques. Alors, est-ce que fermer la frontière serait une bonne chose? Une guerre économique, on n'a pas besoin d'un mur, on n'a pas besoin de fermer les frontières. On peut rendre les échanges commerciaux difficiles. Et ça coûte rien. C'est fermer les frontières virtuellement. C'est comme à Goma. Au Goma, je pense qu'on commence à demander aux Rwandais, citoyens rwandais, quand ils viennent à Goma, ils doivent payer $30 carte de visite ou de résidence. Le Rwanda n'a pas imposé la même chose parce qu'il sait que ça va le coûter. Ça veut dire on impose, on perturbe le commerce de ces mamans maraîchères qui viennent. De notre côté, on n'a pas besoin de fermer la porte, on peut la fermer virtuellement en les attaquant sur le plan économique et les rendre la vie difficile. Donc, gagner cette guerre, ça ne demande pas la Kalachnikov, ça ne demande pas justement seulement le stylo sur le plan diplomatique, ça demande des mesures courageuses et impopulaires. Et impopulaires. Sur le plan économique. Sur le plan économique. Et à la fin de la journée, c'est comme ça qu'on peut avoir des solutions diplomatiques. Mais on doit avoir le fouet économique. Et c'est le moins cher, qui a plus d'impact. Alors, Rwandair n'exploite plus le ciel congolais. Je crois que c'est la même chose au Gabon. Vous pensez que ça pèse là-bas? Oui, ça pesait. Mais ça pesait. Mais vous avez, il y a un discours il y a le président Paul Kagame, il y a un discours qui se plaint, qui se dit c'est maintenant, comment on appelle ça? Tous les pays commencent à lui faire de chantage. Il dit le nouveau Rwanda doit être différent parce qu'il a compris. Il s'est exposé. 50% vient de l'extérieur, 50% vient du Congo. Il a compris, il est exposé. Le Rwanda, lui-même, dans son discours, il a reconnu. Il commençait à crier le chantage, il commence à dire que tous les pays lui font des chantages à cause de leur aide. Sur le plan diplomatique, le pays de Kagame
est donc placée sous perfusion financière internationale. La position du Sénat américain, la position du Canada, la position, même le discours aujourd'hui au Parlement fédéral belge et également ce que la France commence à dire maintenant sans se cacher, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères l'a déclaré. Est-ce que c'est déjà le début des soucis ou c'est tout simplement une hypocrisie de cette communauté internationale? Ce sont les intérêts. On pèse et on vaut mieux que le Rwanda. Alors, quand ils comprennent notre direction, ils vont se balancer de notre côté. Ils peuvent vivre sans le Rwanda, mais ils ont besoin du Congo. Et ils n'ont pas besoin d'un Congo qui va se retourner contre eux pour dire quand on avait besoin de vous, vous n'étiez pas de notre côté. Tous les pays ont des intérêts. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de fraternité. C'est ça le jeu politique. On sait bien qu'on n'a même pas besoin que le Canada fasse des actions. Juste le dire qu'il peut imposer des sanctions fait peur au Rwanda. Juste les deux partenaires commerciaux du Rwanda, le plus grand c'est les États-Unis et le Congo. Le numéro 1 et le numéro 2. Quand les deux parlent et bougent, ils savent l'implication dans la vie. Pas du président Paul Kagame, mais du commun mortel rwandais. Et c'est ça qui dérange. Nous en avons besoin, nous avons besoin de les écouter. Est-ce que le régime de Kigali est en train de se conjuguer au passé dans les milieux sensibles, dans les milieux des décideurs financiers et politiques aux États-Unis? On se regarde dans les yeux. En fait, question difficile. Et en fait, c'est ni passé ni présent. C'est pas à eux. L'avenir du Rwanda sur le plan économique dépend de la décision qu'on va faire. La décision du Congo? La décision du Congo, c'est à ce moment-là que les jeux peuvent changer ou la relevance du Rwanda dans le monde, dans le circuit économique. C'est à nous, les Congolais, de décider du futur du Rwanda. Ce n'est pas le contraire. Le contraire, c'est psychologique. Mais c'est à nous de décider. Alors, dernière question, peut-être délicate. Ceux qui créent les troubles dans les Grands Lacs sont connus. Je ne vais pas les nommer. Aujourd'hui, le leadership des Grands Lacs est où? Le leadership du Grand Lac reste en RDC. Comment ça? Parce que si on n'avait pas besoin... Reste en RDC. Il a déjà quitté le Rwanda, l'Ouganda. Il a quitté l'Angola. Il a toujours été en RDC. Les autres sont là temporairement sous notre nom. Si nous, on décide, parce que l'Afrique centrale ne va jamais se développer sans qu'on impose nos caprices aux autres. Ça signifie quoi? Le Congo qui doit imposer ses caprices à ses voisins, ça signifie quoi? Ça veut dire on amène l'Afrique de l'Ouest, de l'Est en RDC. On ne va pas chez eux. On ne va pas négocier avec Kenyatta. C'est Kenyatta qui devait venir avec tous les autres en RDC. Parce qu'on sait que nos décisions, notre implication est beaucoup plus forte sur eux que sur nous. On doit reprendre le chemin. Est-ce que ça n'a pas été une erreur d'adhérer à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est quand on sait que la SADC nous amène beaucoup et un autre soutien des tailles et de l'autre côté il y a beaucoup d'hypocrisie? En fait, ce n'était pas l'erreur d'adhérer. L'erreur, c'est pourquoi adhérer. Je ne comprends rien. Si on y allait... L'erreur, c'est pourquoi adhérer. Oui, les raisons pour lesquelles on y a adhéré, on est allé pour plaire, ouvrir nos marchés aux autres. On devait y adhérer pour dire on va contrôler l'Afrique de l'Est, ce marché. On va se poser et ils doivent nous donner tout ce que nous on veut, pas l'opposé. Si nous faisons de Kinshasa la plaque tournante, tous les minéraux raffinés, oui ou non, doivent passer par Kinshasa avant, même lors de Kibali Gold Mine, doit passer par Kinshasa et prendre l'avion pour Dubaï ou Suisse et autres. Tout doit passer par Kinshasa. Kinshasa devient la plaque tournante, pas partir de l'Est vers les pays de l'Est, de l'Afrique de l'Est. Si on prenait cette décision, quel serait l'impact? L'impact politique, oui, il y aura l'impact politique. Mais sur l'économie, il n'y aura pas
grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, on parle encore, comme je dis avant, on parle Congo, RDC, on ne parle pas du Congolais. Il y a moyen de parler congolais pour en tirer profit. Jusque le faire, ça sera beau pour je ne sais pas qui, quoi. Les événements, les réunions, comment on appelle ça, les réunions internationales à Kinshasa, mais ça n'aura pas d'impact sur la vie du Congolais. Alors, autrement, si le cobalt raffiné, le cuivre, autres minéraux, zinc, manganèse et tout doit passer par un chemin de fer, Kinshasa et Kinshasa, Banana ou Boma. La question c'est qui va raffiner? Non, je dis bien, il y a déjà une raffinerie qui est en construction. Oui, mais apprend-on dans les lois là-bas, une raffinerie de l'or à Bukavu. Si tout doit passer par Kinshasa, quel serait l'impact sur le plan régional en faveur du Congo? Ça ne change rien. On doit commencer à se poser des questions. À qui appartiennent ces raffineries? Aujourd'hui, on dit par exemple le cobalt, il y a, comment on appelle ça, l'augmentation de production de 50%. On peut le dire, de la RDC. Mais qui a produit? Ce sont les compagnies suisses, ce sont les compagnies européennes, américaines. Chinoises. Chinoises. Ça veut dire qu'il n'y aura pas grand impact. Il y a l'impact. Quand on dit que la production du cobalt au Congo a augmenté de 50%, on applaudit. Mais on ne se pose pas la question, qui profite de cette production? Alors, on va revenir. Ces multinationales ne peuvent pas peser également, ne peuvent pas être capitalisées par la RDC pour pouvoir aussi mettre fin à cette guerre? Oui, oui et non. C'est une question qui vient des communs des mortels. Oui, oui et non. Ça dépend de comment on dit. Par exemple, quand je dis toute société enregistrée en RDC ne doit pas faire un commerce, les choses commerciales avec un citoyen rwandais ou une compagnie rwanda, directement ça les impacte, ça les force. S'ils le font, ils devront passer vraiment en cachette. Mais ça les force à réajuster leur tir. Ils ont besoin de cet argent. Donc il nous faut un leadership fort. On n'a pas de besoin d'un leadership fort, on a besoin d'un leadership moderne. Ça veut dire intelligent, ça veut dire sophistiqué. On doit comprendre comment faire la guerre au XXe siècle. On doit comprendre qu'est-ce qui est important au XXe siècle. Ce n'est pas un pays, c'est le Congolais. On doit parler de la poche du Congolais. On doit rendre le Congolais riche, pas la RDC. Qu'attend l'oncle Sam de nous à travers ce partenariat privilégié, stratégique, apparemment des récitations comme le corbeau et le renard? Qu'attend-il réellement? Vous dites il n'y a que les intérêts, il n'y a pas de fraternité autre. Qu'est-ce qu'il attend réellement du Congo? Il attend qu'un jour les Congolais se lèvent et soient plus matures, qui disent les relations privilégiées, gagnant-gagnant n'existent pas. On doit trouver notre intérêt, on va mettre le Congolais en premier. Et poser sur table notre, pas même vision, pas même notre rêve, mais notre fantasme pour le monde moderne. L'indépendance, ça a été un fantasme pour beaucoup. C'est après que c'est devenu un rêve. On doit commencer à fantasmer, on doit cesser de rêver. Parce que nos rêves, c'est attaché au fantasme des autres. Tabassi, je vous remercie d'être venu et de partager, d'avoir partagé avec nous. Je vous remercie et surtout vous avez grossi, j'apprécie et vous me tenez au courant de votre secret. Bon. Merci pour les compliments. Voilà, ma société m'a permis de me reposer un peu après une mission loin d'ici. On vous a gâté. Pendant qu'on a la guerre. A permis de me reposer. Pendant la guerre, on vous gâte. Voilà. Je ne sais pas gentil. Nous tous, on doit souffrir la guerre. Merci, on vous a gâté. Sekimonyo, très bonne journée. Merci. Je crois qu'on reviendra sur les 62 ans de notre indépendance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous arrêter, réfléchir et nous projeter dans l'avenir. Dans quelques instants, la suite pour terminer les dessous des cartes. Où va le monde? Avec Jean-Marie Kasson. Et le Rwanda, lui, s'entête davantage. Nairobi 3 semble prôner pour une force régionale. Les Congolais n'en veulent pas et son élite. Et un peu plus loin d'ici, le monde, ça bouge. Ça bouge à grande vitesse. Vous avez la parole. Oui, il faut seulement d'abord saluer ceux qui nous suivent en ce moment et signifier que
L'événement commence par chez nous avec ses retours à Kinshasa, de ce relique de Patrice Emery Lumumba. Ce qu'il faut dire sur Félix Tshisekedi, c'est que le courage qu'il a eu de faire aboutir ce projet de rapatriement des restes de Lumumba est une bonne chose. Pourquoi? Parce que tous les présidents qui se sont succédés, non seulement beaucoup n'ont pas pu faire aboutir Kasavubu, Mobutu par rapport au contentieux belgo-congolais, Joseph Kabila a essayé de le faire pour le corps du maréchal Mobutu. Il a rencontré, surtout les militaires qu'il avait dépêchés, ont rencontré les divisions au sein de la famille de Mobutu. Il aurait fallu d'ailleurs qu'il aille un peu plus loin, qu'il passe outre peut-être ces divisions pour que les corps de Mobutu reviennent. Mobutu, à son temps, n'a pas pu faire pour rapatrier les corps de Tchombe, qui est toujours en Algérie, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Félix Tshisekedi a marqué un coup par rapport à Lumumba, parce que Lumumba, symboliquement, c'est le père de l'indépendance, et que c'est une bonne chose qu'il ait fait. Mais c'est fait un peu à moitié. Pourquoi? Parce que les familles d'Mpolo et des Okito ne sont pas associées. Pas plus que ce matin, l'un des petits-fils de ces deux compagnons de Lumumba s'inquiète depuis Bruxelles. Est-ce que les deux aussi, Mpolo et Okito, leurs corps furent dilués dans l'acide? Bien évidemment, ils ont connu le même sort. Ils ont été arrêtés, ils ont été déportés de Tisville via Kinshasa pour le Katanga, et ils ont été assassinés le même jour. L'idéal aurait été que ceux qui sont dans l'organisation de ces funérailles associent les deux. Ce sont les trois compagnons qui ont été tués le même jour, qui ont connu le même sort. L'autre était chef d'état-major et l'autre était vice-président du Sénat, ou président du Sénat, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ce sont des grands politiques qui sont morts, les martyrs. Donc, il fallait... C'est fait en partie. Mais les reliques, en Belgique, Jamaïque, Samba, cette relique, on peut dire le corps de Lumumba rentre, il n'y a pas les restes des corps de Mpolo Okito. Mais la symbolique aussi est très importante. Vous pouvez... Mais au palais de Gomont, leurs noms ont été évoqués dans les discours. Oui, mais c'était anecdotique. C'était anecdotique. Là, quand vous regardez toutes ces cérémonies, vous ne voyez pas leurs photos. On pouvait mettre symboliquement leurs photos avec des cercueils. Il y a encore des restes dans leurs familles respectives. On peut mettre une chemise, on peut mettre l'istin sud, enfin, je crois, quelque chose qui ressemble à leur vie, pour ne serait-ce que symboliser la présence de ces gens-là. L'histoire est têtue. On ne fait pas réécrire l'histoire avec une partie de l'histoire. Alors après... Kabila Bekakamoutoute, il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez une vidéo dans